la production la plus significative que tous les alchimistes connaissent et qu'on est obligé de connaître, ce sont les tapisseries, les fameuses tapisseries de Bayeux, où tout est fait de telle sorte que l'on puisse le comprendre par analogie. Hein. Donc il y a les 5 sens, comme il y a les cinq sens qu'utilise l'alchimiste à travers le développement de sa pierre philosophale. C'est-à-dire que sa pierre émet des sons, sa pierre émet des odeurs, etc. C'est le surréalisme qui a surtout été intéressé par l'alchimie. À tel point que, comme disait un ami alchimiste, André Breton, et ses collègues, tous les fondateurs du surréalisme, venaient assister aux conférences d'Eugène Le Cancelier, qui était l'élève du plus grand alchimiste du XXe siècle, qui s'appelait Fulcanelli, c'est un pseudonyme. Hein. Et donc, après on va le retrouver dans toutes les répercussions du surréalisme. C'est-à-dire que, par exemple, nous avons un rapport entre la pierre tombale d'André Breton, au cimetière des Batignolles à Paris. Il a fait graver cette inscription qui est significative « Je cherche l'or du temps ». Alors bon, ça, on se demande ce que c'est. C'est vrai qu'il y a le problème du temps, mais en réalité, il cherche à sortir du temps, à aller dehors du temps. Donc c'est la maîtrise du temps. Vous voyez comment fonctionne la cabale des alchimistes avec un C. Je cherche l'or du temps, et Salvador Dali, il l'a illustré, et il l'a illustré par la fameuse montre molle. Le temps est vraiment relatif, et on retombe avec Einstein, on retombe avec les théories finalement quantiques que l'on retrouve même dans les pères du Tao. La dimension quantique de l'univers est la dimension qui sous-tend notre monde habituel. Voilà donc, sur le plan artistique, il y en aurait énormément. Pour revenir à Montpellier, le Pérou par exemple, c'est une œuvre artistique remarquable au niveau de l'alchimie. C'est carrément un temple solaire, et le château d'eau c'est un grand tatanor où cuit la pierre philosophale universelle, parce qu'il y a six colonnes jumelées, géminées, qui d'une part disent que dans le château d'eau va cuire la gemme, géminée, gemme, vous voyez le jeu, la gemme, c'est-à-dire corps double, géminé, le soufre et le mercure, on va le faire cuire dedans, et puis il y en a 6, c'est-à-dire 12 colonnes en réalité, donc ça donne un aspect universel de tout ça. Et tout est orienté donc en fonction du lever du soleil, c'est-à-dire que le soleil se lève sur l'Arc de Triomphe face au roi soleil. Vous voyez, donc roi soleil, et il faut 14 parts de sel pour pouvoir faire la pierre philosophale. Et le roi soleil s'appelle Louis XIV. Voilà. Et donc, nous avons donc, et puis est venu, puisque nous parlons d'artistes, eh bien, nous avons Enjalbert qui a fait les 2 lions qui sont de part et d'autre à la porte du Pérou. Eh bien, on en trouve un qui est au printemps, c'est le lion vert, que l'on appelle en alchimie, et puis un autre qui porte la pierre philosophale. L'Angelo porte la pierre philosophale dans sa main, en l'air, parce qu'elle s'élève. Ici, tout est relié au parcours solaire. Et en effet, pourquoi a-t-il fait ça? Pourquoi cet aspect solaire, même à l'époque de Louis XIV, c'est que l'alchimie s'appelle, dans le texte le plus ancien que l'on appelle la table d'émeraude, parce que c'était gravé sur une table, eh bien ça s'appelle l'œuvre du soleil. Et donc le soleil joue un rôle énorme, et on le comprend, puisque l'alchimie est la science de la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, et le soleil est finalement au cœur de la vie.